Bonjour, Sarto Blouin, bienvenue à mon podcast Give Me a Break World Tour. Bonjour tout le monde, bienvenue à mon podcast. Je vous présente Bruno Blanchet, que vous connaissez tous, Bonjour. et qui est ici ce matin pour nous parler de voyages, de différentes expériences, des liens qui nous unissent et principalement de faire rêver de voyager autrement. Donc, la façon de voyager de Bruno et moi est très différente du commun, de la moyenne des ours, je dirais, qui sont dans des circuits plus touristiques. Et c'est un peu ce qui nous rapproche, mais il y a plus que ça. Il a lui-même son propre podcast de l'Académie du voyage, qui a gagné ou qui devrait gagner le prix du meilleur podcast. Bruno, bienvenue à l'émission. Merci beaucoup. Je veux préciser que c'est la première fois qu'on m'invite à une émission de voyage où j'ai plus envie d'entendre l'animateur parler de ses voyages que moi d'en parler. Parce que je pense que tu as voyagé un tout petit peu plus que moi. Non, je regarde ta liste. Là, puis, on a fait notre liste. Moi, j'en ai comme 127. Ah, là. Ben, c'est ça. Écoute. Et puis, je vais faire une quarantaine de plus que moi, déjà en partant. Mais l'important, c'est les destinations. C'est la façon de le faire. Et je pense qu'on a les mêmes affinités. Donc, aussi irrévérencieux que Bruno peut être dans des sketchs ou dans des affaires, c'est la personne la plus gentille et celle qui veut faire le moins de peine à personne tout le temps, même si ça ne paraît pas toujours. Il n'y a jamais de malice et je pense que c'est la clé de voûte de tous les voyages. Quand tu arrives dans une contrée que tu ne connais pas, bien, le respect des gens, le respect des cultures, le respect des religions, même si je suis athée, des religions, tout le monde a droit de croire à ce qu'il veut, le respect des gens, le respect... alors, ça nous fait découvrir. La tolérance, c'est ce qui permet d'éviter des guerres, je pense, et qui nous permet de découvrir un peuple de façon différente. Et c'est ça dont on va parler ce matin. Et là, je ne voudrais pas, parce que là, on vient de parler qu'on a un nombre de pays qui est assez impressionnant qu'on a visité, mais précisons qu'on ne le fait pas pour cocher. Non. On ne le fait pas parce qu'on va avoir une liste, justement, puis se dire « Hey, je suis allé là, puis il n'y a personne qui est allé là. » À chaque fois qu'on va quelque part, je pense qu'on y va peut-être pour les bonnes raisons. Il y a beaucoup de gens, effectivement, qui font des crochets. Il y a une femme qui a fait le tour du monde comme en 30 jours, puis elle voulait faire les 220 pays des territoires de l'ONU, puis elle faisait une coche. Puis elle a marqué Canada parce que son avion a atterri à Gander, au Labrador, en s'en allant vers le retour aux États-Unis. Alors, elle était comme dans l'avion, 2 heures sur le tarmac de Gander, puis elle a coché Canada. Au moins que tu touches le sol. Ben, oui, c'est ça. Et nous, on ne le fait pas de cette façon-là non plus. Avant qu'on soit en ondes, tu parlais de la façon d'approcher les gens, mais d'aller dans des places, mais surtout de retourner dans des places. Oui. J'y vois, moi, si tu me permets, juste le début. C'est quand tu arrives dans un pays, d'abord, il y a l'inconnu, c'est la première fois que tu y vas, il y a la question de la logistique, comment tu vas, tu sais, tout est sur papier, tout est théorique, tu as même beau lire sur Internet, mais quand tu arrives, c'est un premier choc ou un premier contact. Parle-moi du deuxième contact, parce que je trouve ça intéressant, la façon quand tu dis, tu retournes, où là, ce que tu as échappé la première fois, tu es plus en contrôle ou en symbiose avec les gens ou les places que tu revisites. Et c'est peut-être la raison pour laquelle j'en ai pas visité tant que ça des pays, parce qu'il y a des pays qui m'intéressent la première fois pour la découverte, puis la deuxième fois pour voir à quel point j'ai bien compris la première fois, et pour être justement débarrassé de toutes ces affaires-là, genre, OK, une fois que j'arrive à l'aéroport, comment je me transporte en ville? Comment est-ce que je deal avec le monde des taxis, avec les gens sur la rue quand j'achète de la bouffe, avec les gens en général, tu sais, dans les transports et dans... Tu fais ça la première fois. La première fois, tu saisis le mood, tu comprends un peu la musicalité de l'endroit, puis des fois, t'aimes ça, des fois, t'aimes pas ça, pantoute. Et moi, c'est quand j'aime pas ça que je me dis, ah ben là, il faut que j'y retourne. Ah ouais, il faut que j'y retourne parce que il y a trop de monde qui aime ça aller là.
regarde, l'Inde. Mon premier voyage en Inde, c'était presque une catastrophe. J'ai comme rien aimé. J'étais pas prêt pour le choc de l'Inde. J'étais pas prêt pour le chaos. J'étais pas prêt à affronter ce rythme-là effréné. C'est les gens un par-dessus les autres tout le temps. Puis, et je n'y comprenais rien. Et à la limite, j'avais un peu peur d'être là. Je me disais, qu'est-ce que je fais ici? Là? Pourtant, c'est des gens qui veulent être réincarnés dans quelque chose de mieux. Moi, j'ai déjà perdu un portefeuille, puis ils ont couru après moi 3 coins de rue pour me le remettre parce qu'ils sont bons, fondamentalement bons. C'est sûr que c'est un peu inquiétant quand tu arrives au marché à Delhi, puis que tu as, comme tu dis, des gens empilés les uns sur les autres. Le tuk-tuk, pas le rickshaw, moi, c'est tous des petits étals de 4 pieds par 8 pieds. Ça sent le pneu brûlé, ça sent les fleurs, ça sent l'encens. Oups, ça sent le caca. C'est un choc olfactif, culturel, visuel. C'est sûr que ça dépaysé. Je connais beaucoup de gens qui sont allés puis ils n'ont pas aimé ça. Toi, tu n'as pas aimé ça le premier coup. La première fois, j'ai fait « Oh my God, qu'est-ce que je fais ici? » Fait que je suis sorti et je suis allé au Bangladesh. J'étais à Calcutta, je suis tombé sur un gars dans un café qui avait un livre, peut-être pas aussi beau que celui-ci. Bruno, je te fais de la pub. Et il est en train de regarder un livre du Bangladesh dans le café le matin. Et moi, en voyage, je parlais avec tout le monde. Puis comme je n'avais pas vu ce livre-là encore, ce Lonely Planet-là, je fais « Oh, hi, you speak English, French, français, OK. You have a book about Bangladesh. » J'ai dit « Vous avez des plans d'aller au Bangladesh? » Il dit « Ben oui, c'est pas loin d'ici, c'est facile d'avoir le visa. » Fait que je me mets à jaser avec lui, puis je décide, il dit je peux y aller avec toi? Ben oui, OK. Fait qu'on va à l'ambassade, on demande le visa, le surlendemain, on est parti, on est au Bangladesh. Et là, je fais le plus beau voyage du monde au Bangladesh. Ça a été fabuleux. Qu'est-ce qui était différent du Bangladesh, de l'Inde, qui t'a pas agressé? Je le sais pas. C'est peut-être qu'à ce moment-là, bien, écoute, c'est sûr que c'est différent. On tombe dans une culture qui est fondamentalement musulmane. J'ai été en plus dans le temps du Ishbishtema, je pense. Je cherche le nom. Un grand festival musulman auquel j'ai été convié. Et puis, il y avait une culture d'hospitalité que je connaissais pas, à laquelle je n'avais jamais été confronté. Je marchais sur la rue, tout le monde me disait « Hey, where are you from? Where are you from? » Là, je disais « Canada. » Puis là, il faisait « Yeah. » Puis là, il demandait à mon ami Alan « Alan, where are you from? » Puis là, il disait « England. » Et des fois, je faisais « Oh, OK. » Au bout de 2 jours, il disait « Canada. » Lui aussi. Est-ce que c'était arrivé? Moi, souvent, dans ces pays-là, tu dis Canada, ils répondent Canada Dry. Ils connaissent le ginger ale. Ah, ben oui. Canada, ben oui. Canada Dry. Ça les fait rire. Ou si tu es un peu comme une bédaine, Happy Buddha, là, tu te frottes la chose, prendre une photo avec toi parce que les autres sont plus sveltes, mettons. Alors c'est ça. Alors, c'est la deuxième passe, dans le fond. Ça te fait plus t'imbiber du lieu et des gens et de la culture, c'est ça? Et là, moi, je reviens du Bangladesh. Je me suis calmé les nerfs un petit peu. T'es revenu tout de suite après? Oui, je suis revenu du Bangladesh, je suis revenu en Inde. Et là, je suis revenu en me disant, OK. Un autre état d'esprit. Oui, là, il faut que j'adopte ce beat-là. Faut que je fasse comme eux. Faut vraiment que je m'intègre, mais pas juste dans savoir comment faire, non. Dans l'attitude, dans le, tu sais, dans le... Ça bouge là-bas. Là. Il faut que tu sois dans la vibe, là, parce que sinon, là, tu restes en arrière. T'sais. Quand il y a une file, là, ben, si tu veux aller en avant, là, faut que tu perces le groupe. Là, ouais, c'est ça. Il faut que tu passes ta main par-dessus comme ça. Tu considères que c'est une attitude que tu n'avais pas... c'était pas dans tes mœurs ou de pousser ou de t'imposer? Ben, j'avais pas compris que je pouvais le faire. Puis que moi, je suis pas quelqu'un qui deal beaucoup. Là. J'arrive dans des marchés, là, puis ils me disent, ben c'est 50 roupies. Puis là, je fais, OK. Puis là, tu vois, ils sont déçus. Parce que, tu pourrais négocier au moins. Comment? D'habitude, ça finit au tiers du prix. Ben oui, ou au 10e. Puis ça, c'est pas dans ma nature. Fait que je suis allé le chercher à quelque part en dedans. Ce dynamisme-là de voyage, que des fois, je suis peut-être un peu trop spectateur. Et là, j'ai joué le jeu, j'ai embarqué,
Et là, je te dirais que dans les destinations qui m'attirent le plus, quand je pense au voyage, là, qui me manque énormément, là, ben, il y a l'Inde. Parce que l'Inde est à quelque part là-dedans. Tu sais, il y a des pays que tu vis ici, là, que, tu sais, tu es plein d'interrogations, puis ça génère bien du... au niveau... hamster, il roule, là. Ah, t'avoir, oui. Mais l'Inde, c'est là. Faut que tu arrêtes de te poser des questions, là, puis go for it. Le fait que tu voyages seul, généralement, ou avec ton fils Boris, évidemment, c'est très différent des groupes, là. Et c'est ce que je pense, c'est l'avantage de voyager. Moi, souvent, je voyage avec mon backsack ou avec une personne, mais ça te permet de faire des rencontres et de rencontrer, d'intervenir sur le terrain en faisant un contact direct avec les gens. Moi, j'aime ça. Dès qu'il y a un eye contact, j'essaie de sortir un mot dans la langue ou de parler, etc. Il y a des pays, je vais t'amener en Antarctique, ou enfin des places où l'opposé de l'Inde, il n'y a pas beaucoup de gens au pied carré. Tu es allé, en fait, on s'est rencontrés pour les spectateurs. Je dois dire qu'on se connaît depuis, je sais pas, la frousse autour du monde, les premiers livres que tu as faits. Oui, après ça, tu es allé en Thaïlande pour ton restaurant de poutine, puis ta vie un peu là-bas. Puis moi, j'avais les restaurants frites alors. Ouais. Je smugglais de la poudre. En fait, de sauce à poutine. de poudre à poutine. De poudre à poutine. Et, ça, c'est dur à expliquer à la frontière. Oui, c'est ça. Quoi, ce gros sac de poudre? Gros sac de poudre brune. Puis après ça, on s'est rencontrés dans des lancements ou des choses comme ça, ou quand tu venais, je t'hébergeais. On n'a pas vraiment eu de grand contact ensemble. On n'a pas encore voyagé ensemble. On n'a pas encore voyagé ensemble. Mais ça va venir, ça va venir. Bien sûr. J'ai encore beaucoup de destinations que je rêve, et puis c'est sur le même beat que toi, ça fait que ça peut connecter. Puis il y a des destinations, des fois, que nos amis ou nos conjoints ne veulent pas suivre. En Antarctique, à un moment donné, je raconte l'anecdote parce que c'était trop drôle. J'ai un ami qui s'appelle Bruno Rodi, que tu connais, qui est un des plus grands voyageurs de l'histoire. Il a fait les 7 sommets, les pôles à ski, tous les grands fleuves, tous les pays, toutes les terres submergées de la Terre. Et tu sais, juste pour en finir avec Bruno Rodi, tu sais ce qui s'est organisé à un moment donné? Un Tour de France. Oui. Il n'avait jamais fait de vélo de sa vie. Il est là! Salut, mon Bruno! Quelle belle surprise! Bruno Rodi, qui ne veut jamais sortir de sa tanière. Ça. Comment ça va? Merci, Bruno, d'être sorti de ta tanière pour moi ce matin. C'est ça, parce qu'il me doit de l'argent, c'est pour ça. C'est non, mais c'est bon, ça. Alors, merci. Alors, Bruno et Bruno, les deux Bruno, un jour, puis là, on va les laisser le raconter, mais moi, je reçois un téléphone, je suis à Montréal, je travaille, puis c'est comme un téléphone satellite qui griche, puis j'entends « Allô, Sarto, c'est Bruno, c'est Bruno. » Puis là, je dis « C'est Bruno. » Puis là, j'en connais comme 3 Bruno, dont 2 sont ici aujourd'hui. Mais je ne suis pas certain c'est lequel. Fait que j'ai dit « Qui? Bruno Rodi? » Il dit « Oui, c'est avec Bruno Blanchet. » J'ai dit « Bruno Blanchet? T'es où? » Il dit « J'étais en Antarctique. » Puis là, ils sont sur une base en Antarctique, de mémoire avec russe, ou peut-être vous corrigerez là-dessus, avec un peu de vodka ou beaucoup de vodka, et ils ont décidé de me téléphoner parce qu'ils se sont rencontrés sur un bateau, puis il y avait moi en commun qui connaissais les deux, mais les autres ne se connaissaient pas. Alors là, j'étais un peu surpris qu'en Antarctique, un peu en état d'ébriété, mes 2 amis Bruno se retrouvent. Les chances que ça arrive sur une banquise à l'autre bout du monde, on va parler des hasards tantôt, Bruno, sont assez minces et c'était assez cocasse comme fait. Alors là, si j'ai bien compris, dans un ancien podcast, Bruno, tu avais dit que tu as osé peser sur le piton parce que tu avais une vie plus frugale, très, très économe, tu avais ta vie dans un sac vert, puis que tu avais pesé sur le piton pour un voyage de Ushuaïa à Cap-Verde, je pense, ou quelque chose comme ça. Oui, en passant par l'Antarctique. En passant par l'Antarctique. Léger détour, mais il y avait beaucoup de birders, là, des gens qui observent les oiseaux. Oui. Et c'est là que vous vous êtes rencontrés, c'est ça? Exact. OK. Ouais. Alors, racontez-nous... Mais si je me souviens bien, nous étions sur la base
Esperanza. Oui, Esperanza. Exact. Voilà. Vous partiez de Choya avec Je pense que oui. Bruno pourrait... Il s'en rêve. T'en as trop fait. Ouais, j'en ai fait un peu, ouais. Je pense que nous étions partis d'Ushuaïa. D'Ushuaïa. Mais toi, c'était ton objectif, c'était de... Il y avait une île en particulier que tu voulais voir. Oui, c'était Bouvet. C'était Bouvet. Oui, mais et on ne l'a pas fait à ce moment-là. On ne l'a pas fait parce que les gens, bon, ils réussissent presque jamais. C'est pour ça que plus tard, on a fait l'expédition Bouvet, dont Sarto était de la partie aussi. Alors, ben oui, c'est en Norvège, qui est dans l'Atlantique Sud. Voilà. Et là, vous deux, vous êtes allés sur Bouvet. Je pense que sur Bouvet, il y a moins de monde qui sont allés que sur la Lune. Est-ce que je me trompe? Au sommet. Au sommet de Bouvet? On n'a pas vu aucun astronaute dans Non, mais il y a 12 hommes qui sont allés sur la Lune, puis il y en a seulement 9, 8 plus Cindy, plus une femme, 9 personnes qui sont allées au sommet de l'île Bouvet, qui est le territoire outre-mer, en fait, le territoire le plus loin de la planète de quoi que ce soit d'autre. C'est-à-dire que si tu fais des ronds concentriques autour de ça, pour 1700, 1800 km, tu frappes l'Antarctique, mais je veux dire, il n'y a rien, c'est que de l'eau. Alors que si tu es, je sais pas moi, à Hawaï, puis tu fais des rondes, tu vas frapper un continent, tu vas frapper une île. C'est que théoriquement, c'est le territoire outre-mer le plus loin, le most remote place on Earth, inhabité. Habité, c'est Tristan da Cunha. Tristan da Cunha, exact. Où vous êtes allés tous les deux, ensemble, mais pas moi. Ça fait que là, il faudrait qu'on en fasse un, peut-être les trois. Ben oui. Mais nous, on avait eu... Ça me fait plaisir, en passant, de te voir. Ça me fait plaisir. Ouais, t'as pas changé beaucoup. Toi non plus. Moi, j'ai changé, mais t'as pas changé beaucoup. Mais en passant, on n'était pas en état d'ébriété, je dois dire. Et j'ai un beau... Vous étiez avec des Russes? Non, on était sur un brise-glace russe. C'était le capitaine Klavnikov, si je me trompe pas. Je me souviens, là, je me souviens plus. Là, il y avait une face de porte de prison. Pas beaucoup de sourires. Donc, si ma mémoire ne fait pas défaut, mais je me souviens d'un fait, un beau souvenir, Bruno, de toi. Tu m'avais prêté des films. Je ne sais pas si tu viens de regarde. Je ne sais pas si c'était des DVD. J'avais un disque dur. Tu avais un disque dur. Voilà. Alors, j'ai pu me divertir un peu. Parce qu'il y a des fois que c'est long. Oui, c'était long. Entre deux destinations, des fois, c'est long. Mais ça, c'était un bout de la circumnavigation du pôle Sud que tu faisais. Oui, c'était un bout de la circumnavigation. Finalement, avec tous ces voyages que j'ai faits en Antarctique, j'ai fait plusieurs circumnavigations en Antarctique. Mais l'objectif de ce voyage, je pense que c'était Cape Verde, c'était Bouvet aussi, sauf qu'on n'a pas pu faire Bouvet. Mais je te rappelle qu'on a fait éléphant, où personne n'y va. Personne ne va. Tu as complètement raison. Sauf les Shackleton. C'est fabuleux. Il m'a dit que vous êtes allé aussi prendre un scotch sur la tombe de Shackleton. Sur la tombe de Shackleton. Oui, à South Georgia, Georgie du Sud. Donc, on avait fait avec Sarto aussi. Et puis... il y avait, Tristan da Cunha, mais on a fait l'île d'Ascension. Alors, finalement, j'ai quitté à l'île d'Ascension. Moi, j'ai poursuivi jusqu'à Cape Verde, exactement. OK, toi, tu as débarqué avant. Oui, l'île d'Ascension, parce que j'avais d'autres événements dont je devais aller. Alors, j'ai débarqué, puis je suis monté avec... Il y a possibilité de voler. Avec British Air Force, effectivement. Parce qu'à l'époque, ça aurait pu être... Aujourd'hui, ça pourrait être Sainte-Hélène. Maintenant, tu sais qu'ils ont construit... Oui, ils devaient construire, effectivement. Ils devaient construire, puis il y avait un contentieux, c'est qu'il y a un oiseau qu'on trouve sur Sainte-Hélène qui occupait le territoire sur l'île où on devait construire la piste d'atterrissage. Et nous, on était avec des birders. Il y a quelqu'un qui... Des ornithologues. Oui, OK. J'allais mettre un sous-titre. Et puis, on est descendu justement du camion à cet endroit-là précis où il devait y avoir la piste d'atterrissage. En ouvrant la porte, le fameux oiseau, l'espèce endémique-rare était là. Juste là. Ils ont ouvert la porte, ils ont fait « Ah, il y en a un juste là. » Tu sais, des fois, tu as envie de les chercher. Je me souviens de cela, Et puis, moi, ce que je me souviens, écoute, je te remercierai jamais assez. Quand je suis allé en Antarctique, quand on a mis le pied sur le continent, ça faisait... Moi, j'avais tous merci sincère suffit. J'avais tous les continents. Là, à ce moment-là, c'était comme c'est le dernier. Et puis là, lui, il a son téléphone satellite. Puis là, il me dit, tu veux-tu appeler quelqu'un?
Ben, j'ose pas, tu sais, ça doit coûter une fortune. Il dit, ah Ça oui, fait la donc. minute. Il dit, tu veux-tu? Je dis, ben, je vais appeler ma mère. OK. Oui, je me souviens très bien. Fait qu'il signale, puis là, il est au téléphone, il dit, allô, ouais, Madame Blanchet, ouais, je suis avec votre garçon, là, en Antarctique. Attendez, je pense qu'il veut vous parler. Il me passe le téléphone. Puis là, je dis, allô, maman? Elle dit, oui, je suis en Antarctique. Elle part à pleurer. Oui, je me souviens. Elle dit, oh, puis tu m'appelles. Écoute, elle était tellement touchée. Ça, c'était le beau moment, Ah, je me c'était souviens. beau, là. Oui, là, c'est exactement comme ça s'est passé. Oui, puis tu sais que on l'a filmé. Et je Je m'en souviens. Je l'ai retrouvé. C'est toi, tu m'as filmé pendant que je parlais au Ah, téléphone. oui, 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 oui. Écoute, c'est tellement un beau moment. C'était une rencontre quand même. On était sans doute les deux seuls Expliquez-moi Québécois. comment vous était les deux avez, comment vous seuls, avez pu savoir que vous connaissiez le même Sarto. Oh, bah, je sais C'est parce qu'ils sont nombreux, les Sartos, au Québec, tu sais. Non, mais il y a quelqu'un qui est arrivé sur la conversation, sur un voyage, sur un... Non, Je me souviens pas Ben, comment tu sais, c'est. on parle de voyage. Ouais. Forcément, à un moment donné, ça dévie de ton côté. Parce que moi, vous m'aviez très, très surpris. D'abord, que vous soyez tous les deux rendus à l'autre bout du monde en même temps, à la même place, puis que vous m'appeliez aussi. Moi, j'étais touché. Sauf que là, ça riait pas mal, puis je me disais, coudonc. C'était une belle rencontre. Quand même. Ouais, c'était une belle rencontre. Fait que voilà. Alors, c'était Bruno qui a aussi son livre. Il y a La frousse autour du monde, qui est le livre que vous pouvez acheter, que vous avez probablement en audiobook. Il y a Et 4 frousses autour du monde. Si vous achetez, je dois dire, en ce qui concerne mon livre, que tout va à la Société Alzheimer. Alors, Que quand tu as signé ça, tu t'en rappelais plus? quand j'ai signé ça, je m'en rappelais encore aujourd'hui. Je ne sais pas si je pourrais m'en rappeler. Puis moi, il y a longtemps, je faisais des carnets de voyage comme ça, de même genre. Là. Alors ça, c'est des carnets un peu, des backwaters qu'on parlait en Inde. Là. Donc, je fais aussi des carnets de voyage qui ont du graphisme, un peu comme dans les livres de Bruno. Alors, je te remercie beaucoup, Bruno, de ta présence. Je sais que ton temps est compté, puis que tu fais une exception pour moi, parce que j'ai insisté, puis que tu détestes les apparitions publiques. Bruno, ça m'a vraiment fait plaisir. Bon, une surprise. Alors, je te disais... Hey, merci. Juste de le voir en vrai. Depuis longtemps. longtemps, c'est quand même... mais ça rassure. Il n'a pas changé. Il dit qu'il a changé, c'est pas vrai. Mais écoute, de savoir qu'on est encore là, après tous ces voyages-là. Je te jure, il a été rough, le voyage qu'on a fait. Il y a un moment donné, là, je ne sais pas si c'est dans la mer de Weddell aussi. Le bateau a penché à 23 degrés, ce qui commence à être pas mal. C'est pas mal, oui. Et puis, attends, c'est 23 ou 43? En tout cas, on a quasiment versé. 43, c'est beaucoup. Là. Tout le monde, 23, là. tout le monde est tombé dans le bateau. Tout le monde est tombé d'un côté. Ceux qui se retenaient pas. Ouais. Il y a une dame qui s'est fracturée une main. Il y a quelqu'un qui s'est fendu le front. Ouais. Écoute, c'était rough. Quand on est allé à l'île Bouvet, c'était épeurant. On a eu des vagues là, où le bateau, c'était un 48 mètres. On avait des vagues d'à peu près 7 mètres, à peu près 22 pieds. Alors, 22 pieds, c'est le swell, c'est la hauteur de la vague, ce qui fait 44 entre la crête et le fond. Quand le bateau lève, puis il tombe, c'est un peu comme si tu étais en apesanteur. Quand tu arrives dans le fond, tu t'écrases, tu pèses 2 fois ton poids à peu près. Là. Fait que quand tu es dans ton lit, des fois, on volait sa fenêtre. En tout cas, ça brassait pas mal aussi. C'est quelque chose qui te fait peur, ça? En fait, je te dirais pas que j'avais le mal de mer dans mon bain, là, mais quand je suis parti pour les Roaring 40s, Screaming 50s, là, les mers les plus agitées de la planète, ça m'inquiétait un peu, oui. J'avais des patchs de scopolamine, des gravoles, des affaires comme ça. Puis c'était 6-7 semaines en mer pour se rendre à Bouvet. Puis c'était Cape Horn à Cape Town, donc l'Afrique du Sud, l'Amérique du Sud à l'Afrique du Sud. Quel beau voyage! Dans les mers les plus agitées du monde. Alors c'est sûr qu'il y a quelques journées là-dedans où tu restes couché puis tu as besoin de tes gravoles. Là. Puis ça te knock un petit peu. Mais sinon, passer dans un iceberg, puis arrêter à South Georgia, puis Kerguelen ou Crozet ou Amsterdam, je ne me rappelle plus, Saint-Paul, je pense, les Peri-Antarctic Isles, ce qu'ils appellent, les îles péri-antarctiques.
c'est une expédition extraordinaire que Bruno m'a permis de vivre. Là. J'ai failli me joindre à vous autres. Ah oui? J'étais quelque part. Ah non, je me rappelle plus où tu m'avais écrit ça et tu aurait m'avais été- dit Hey, ça te tente-tu? ça aurait été extraordinaire. Moi, c'était une C'était question de extraordinaire, temps. mais- C'était long. Ouais, ouais, c'est C'était 6 long. semaines. Ben oui, j'avais Bloqué- pas. Quand tu me dis t'en Bloqué bloqué 6 j'ai dit qui semaines. c'est qui peut bloquer 6-7 semaines Ouais. parce que là, il y a encore des impondérables. Puis là, il y avait un réservoir de plus parce que tu avais peut-être une chance sur 20 de voir Bouvet. Puis qui dit moi, je veux débarquer sur Bouvet. Fait que si on tourne autour pendant 3 jours, ça prend un réservoir de plus de kérosène. Puis quand on est arrivé, gros soleil, belle journée. Ah, la chance. Puis la Norvège nous avait permis d'accoster, pas d'accoster, mais d'y aller avec des Zodiacs. Puis on avait des genres de Bear Grylls, là, des spécialistes en survie, parce que si on arrive sur l'île et qu'on n'est plus capable de revenir, on va finir par se manger entre nous autres. Là. Fait que, alors, puis personne ne peut venir nous chercher. T'es tellement loin que personne ne peut venir te chercher. Fait qu'on n'avait pas le goût d'être une note de bas de page dans un livre d'histoire. Là. Et là, rendu sur l'île, ben, il y avait une crête de glace. Puis moi, j'ai créé une crevasse en descendant du sommet, parce que l'ascension du sommet était permise aussi. Alors, on a dit, on va l'essayer parce qu'il y a une fenêtre. Puis là, tu montes pendant 7-8 heures, puis tu redescends pendant 7-8 heures. Puis je me suis enfoncé en marchant. J'étais le premier de cordée. Puis je suis tombé, puis j'ai mis mes bras comme ça, puis j'ai créé un trou, mais j'avais mes pattes dans le vide. Alors là, j'ai dit « everybody down ». Ils ont pris des high screws, là, des vis à neige, puis les 5 en arrière, ils se sont attachés, puis là, ça a fait... Ça a ouvert, Comme dans les cartoons. comme dans un cartoon, puis tout s'affaissait. Fait que ça Oh créait là une là. crevasse. Puis là, j'ai des photos, des vidéos de ça qui ont passé même sur Discovery Channel, là, parce qu'il n'y a personne qui n'a jamais été au sommet. Donc, on était les premiers humains. Dans un trou au sommet. Ben, Numéro 1. ouais. Ben, en fait, j'ai créé une crevasse, mais là, si ça ouvrait plus grand, puis que ça ramenait les 4 autres qui étaient en arrière de moi, non, ben mais là, là, c'était fini. Ouais. Puis je te montrerai les photos, les vidéos, c'est assez hallucinant. Puis finalement, il y avait un ice bridge, on a réussi à... Ils m'ont donné de la corde, puis j'ai sorti du trou, puis ça a arrêté juste à côté d'où j'étais. Fait qu'on était capable de faire le contour, mais quand on est revenu sur le bateau, on avait quelque chose à raconter. Ben, tu vois juste ça. Après, tu reviens sur le bateau et tu te dis, ben, il n'y a plus rien à craindre. Là. Ouais, c'est ça. La pire chose En fait, aurait pu je m'arriver. craignais là. rien. Moi, le gars, on était dans la brume un peu. Fait que le gars qui a fait l'Everest, tout ça, il était le deuxième. Moi, j'étais le premier. Puis 5 mètres de corde. Puis il me disait, la corde était rose, puis on la voyait dans la brume. Mais je le voyais pas. Je voyais juste comme la corde qui disparaissait parce qu'il y avait beaucoup de brume. Puis il me tirait la corde, il disait, OK, va-t'en 5 degrés à droite, parce que lui, il avait un GPS. Puis moi, j'allais un peu à l'aveugle. Puis à un moment donné, chou, quand je Mais disparais. pourquoi est-ce que tu étais premier de cordée? Ben, c'est parce que peut-être si c'était lui, puis que lui, c'est l'expert. Je OK. sais pas, il doit avoir une raison stratégique, là. Parce que si on perd le chef, les 4 autres en arrière, on était des touristes, nous autres. Hein. Il y en avait Ça, un c'est qui avait... logique, là. On va perdre un soldat à la place. Mais non, mais il était tout attaché. Oui, non, c'est ça. Faut pas le couper, là, mais le Robert ramener... Sarto! Mais non, mais au pire, Bruno, j'aurais fait comme 5 mètres 15 pieds, j'aurais tombé puis il m'aurait ramené, tu sais. Fait que c'était pas vraiment dangereux, mais c'est quelque chose de... Puis, tu sais, on est dans le Wikipédia, là, les premiers humains au sommet de l'île Bouvet. tu sais. Puis Bruno, il avait apporté un scotch de 100 ans. Parce que c'est le 100e anniversaire. Le Norvégien Roald Amundsen qui avait découvert le pôle Sud 100 ans avant. Alors là, c'était le 100e anniversaire, puis on était en territoire norvégien. Fait qu'il avait acheté un Porto qu'il avait gardé en cachette de 100 ans. Ça ressemble à de l'huile 10W40 Oui, ça doit. en termes de viscosité. Mais Mais tu sais, avec- c'était vraiment... Avec un petit glaçon. Puis là, on a pris un scotch. Puis il a dit... ou c'est un Porto? Non, c'est un scotch. Puis il a dit, il y a plus d'humains qui sont allés sur la Lune qu'ici. Puis là, on s'est tous regardés. On s'est dit, ben, regardons ça, c'est bizarre, ça. Tu sais, c'est comme 9 ici, 12 sur la Lune. Tu sais. Fait que, on a trouvé ça sympathique comme anecdote. Bref, je te posais la question avant l'entrée de Bruno. Est-ce que, par rapport à l'Inde, où il y a beaucoup, beaucoup de monde, une densité de population, et l'Antarctique, ou des places où tu es plus dépaysé, est-ce que le vide ou le vacuum de la nature, avec personne dedans, ça te crée de l'angoisse ou tu es bien avec ça? Parce que je sais que tu as fait des marathons puis des affaires dans la nature, puis on va parler de ta passion après ça, de la plongée sous-marine, mais le fait qu'il n'y ait pas de gens autour de toi, est-ce que ça te dépayse autant que quand il y en a trop? Oui, ben oui. Là, j'attends la surprise. Il va rentrer quelqu'un. Non, mais c'est justement, on parle de... C'est là, il rentre personne. Mais c'est parce qu'on parle de personne. Là. Fait qu'il n'y a personne qui rentre. J'apprends
Parce que là, je fais des ultramarathons, puis j'apprends à gérer ça tranquillement. Tu sais, moi, je suis un urbain. Moi, je suis un gars des villes. Des fois, je snarle un peu dans la ville parce que ça me rassure, les villes. Tu sais, c'est un mode de fonctionnement que tu fait que ça comprends. t'angoisse pas du tout. Les villes, non, tu sais, tu arrives à te perdre dans une ville, à te perdre dans la foule. À partir du moment où tu sors, et c'est là que tu es confronté à toi-même puis aux autres individus d'une manière ben équivoque. C'est que tu es le seul blanc en bicycle à pédale en Tanzanie, dans un village entre Dar es Salaam et puis, je sais pas moi, l'Ouganda, tu sais, perdu à quelque part ici. Avec rien d'autre que possibilité d'un gros chat. Il y a toujours ça, quand tu te promènes qui a faim. Des brigands. Tu sais, j'ai appris à gérer cette angoisse-là du vide en me disant que le monde est bon et que s'il devait m'arriver quelque chose, fondamentalement, je crois en la bonté de l'être humain. Et j'ai eu des manifestations de cette bonté-là tellement extraordinaires, plus qu'en ville où tu es juste une autre personne. J'ai attrapé une malaria en Ouganda, sur le lac Victoria, sur une île, mais je partais avec mon vélo, je partais de l'île, j'étais sur le traversier et j'ai senti le frisson me gagner, puis j'ai fait « Ah non, ça y est ». Tu sais, le cauchemar là, auquel tu t'as rêvé, là, ben, auquel tu voulais pas accéder parce que tu t'es dit, tu te voyais ça serait quoi la pire affaire qui pourrait m'arriver? Tu te voyais mort potentiellement? Ben là, j'étais malade et je savais que ça allait être difficile, que c'était grave. Heureusement, j'avais des Malaron, une boîte de 12, 3 x 4, 3 jours en ligne. Quand tu apprends au début, là, quand tu sais ce que c'est. Ouais. Parce que moi, j'étais persuadé, j'avais vu des gens qui l'avaient attrapé. Donc, j'avais vu les symptômes déjà. Pris, la Malaron, je les avais pas encore pris. J'avais une boîte avec moi dans ma poche, comme ça, que je me gardais tout le temps. Il n'est pas trop tard quand tu... Quand tu l'attrapes, tu peux prendre 3 x 4 pilules. Puis ça réduit les symptômes. Ça guérit. Mais de mémoire, il me semble que j'avais lu dans le temps, tu chroniquais dans la presse, puis tu l'avais raconté, où tu étais en transpiration, en lavette, hallucinais, puis ça allait pas bien. Non, ça allait pas bien. Sauf que là, moi, je suis à vélo. Je suis à vélo, je débarque du traversier, puis je le sens déjà que je suis pas bien. Mais là, je suis à vélo en Ouganda. Tout seul. Tout seul. Ils parlent pas tous bien l'anglais, donc des fois, c'est difficile de communiquer ce genre d'affaires-là. J'arrête le premier véhicule qui semble avoir de la place dans la boîte de son camion. Il s'arrête. J'ai dit, je vais pas bien. Peux-tu m'amener à la ville la plus proche? Puis là, j'essaie d'y expliquer, je veux un hôtel confortable parce que là, je le sais que j'en ai pour 4-5 jours. Parce que tu ne veux pas aller à l'hôpital? Non, parce que j'étais persuadé que j'étais capable de guérir ça par moi-même. Il dit, regarde, ma cousine, elle a une affaire, je vais t'amener chez elle. Fait que je me suis ramassé chez avec quelqu'un qui m'a amené chez quelqu'un d'autre, qui a pris soin de moi pendant 3-4 jours. J'ai dit, on peut laisser la porte ouverte, oui, puis elle venait, elle me checkait, passait une débarbouillette. Les premiers 2 jours, là, c'était rough, là. Je suais tellement, j'étais comme dans une baignoire. Je sais pas si tu as déjà attrapé ça, là, mais c'est comme si tu souffrais d'écartèlement. Tu as mal dans toutes les articulations. Toutes les articulations te font mal, là. Et au bout de 5 jours, quand je suis parti, j'ai rembarqué sur le vélo, j'ai fait, regarde, dans ma tête, ça, c'était la pire affaire qui puisse m'arriver au monde. Puis tu t'en es sorti. Ben oui, avec la bonté des gens. Grâce aux autres, oui. As-tu eu d'autres fois où tu as eu peur de mourir? Peut-être pas par la nature. En bateau, beaucoup. En véhicule. Moi, c'est les transports. Mais pas par les gens, pas par des brigands. Jamais, parce que, mettons, la Somalie, là, il y a des pirates. Tu sais, c'est comme des pays, d'autres pays d'Afrique qui sont à haut risque aussi, où les gens demandent des rançons, où la bonté du monde n'est pas nécessairement représentée à ce très haut niveau-là. J'en ai une bonne pour toi par rapport à ça. Justement, attends un peu, je vais prendre une gorgée. Moi aussi, tiens. J'étais
à vélo et je voulais entrer au Congo. Ça brassait dans ce temps-là. C'est-tu Kimou, je pense, quelque chose comme ça. Et j'ai rencontré un soldat canadien. Il était pilote pour l'armée, OK? Et puis, c'est pour les vivres. OK. Lui, il faisait le Comme magasinage. les ONG, là. OK. Ouais. Et moi, j'y ai parlé de mon projet. J'ai dit, « Hey, je vais aller au Congo avec mon vélo. Tu peux-tu m'amener dans ton avion? Son avion était vide. Il retournait à la base. Est-ce que tu peux m'amener dans ton avion? Puis moi, je vais descendre à la base et je vais revenir au Rwanda. Tu sais, j'allais faire le tour, puis revenir au Rwanda par le lac. » Et là, il me dit, il dit, Bruno, il dit, si tu veux faire quelque chose comme ça, là, il dit, tu sais que là-bas, là, ça va pas bien, là. Puis il y a des chances qu'il y ait quelqu'un qui te prenne ton vélo. Puis qu'il y a quelqu'un qui te prenne tout ce que tu as. Puis qu'il y a quelqu'un qui te kidnappe peut-être. Puis il dit, c'est quoi qui va arriver quand ça va se passer? Ils vont m'appeler, moi, le soldat, à la rescousse pour aller te sauver. Puis moi, je vais mettre ma vie en danger pour toi parce que tu es allé dans une place où tu n'étais pas supposé aller, parce que c'est dangereux, puis parce qu'on vous a avisé, les voyageurs, de ne pas aller là. Puis il dit, c'est bien beau, là, le voyage d'aventure dans les endroits risqués, là. Exotique, Mais il dit, c'est ma vie que tu mets en danger aussi, puis je veux que tu le saches avant de partir. Ben tu sais quoi? Je suis pas allé. Je suis pas allé, j'ai fait... Mais tu étais allé au Rwanda tout de suite après. Oui, le Rwanda, c'était cool. À gros prix, on allait voir les grands singes. Hein? Oui. Ah, c'est fabuleux. C'est fabuleux. Écoute, alors, tu suis quand même les conseils des gens comme le soldat, là, ou des gens qui te disent, qui te remettent en perspective que tu mets à risque non seulement ta vie, mais d'autres personnes qui devront intervenir si jamais tu es dans le trouble. C'est ça? Bien, il faut penser. Mais tu n'as jamais eu de difficulté avec des gens qui t'ont voulu du mal? Pas pour la peine. Pas pour la peine, non. Écoute, j'ai voyagé à un moment donné, je pense que c'était 9 mois en Afrique. J'étais parti de Turquie par la terre. Je me suis rendu jusqu'à Bujumbura, au Burundi. Ensuite, j'avais pris un avion, Madagascar, tout ça. Je reviens en Thaïlande. Il m'est rien arrivé pendant ces 9 mois-là que j'ai fait en bicycle, à pied, en tracteur, des bouts. Écoute, je reviens en Thaïlande le premier soir à Bangkok, chez ma copine. Je laisse mes sandales à la porte. Je rentre me coucher. Je ressors le lendemain matin. Mes sandales sont remplacées par des vieilles gougounes pourries. Quelqu'un m'avait pris mes sandales. Ça faisait 9 mois que j'étais en Afrique à voyager, à rien perdre, à rien me faire voler, à rien me... Puis là, je reviens dans un milieu je suis un peu chez nous, ouais. Puis dans mon building, dans mon corridor, il y a quelqu'un qui me prend mes sandales. J'ai fait, wow, OK. Je ne sais pas quelle leçon il y a à tirer de ça. On ne parle pas de danger, là, mais on parle quand même de, bon, tu sais, il y a une affaire plate qui m'est arrivée, puis pourquoi ça ne m'est pas arrivé avant, ben, je ne sais pas. C'est peut-être de la chance aussi. Qu'est-ce qu'il y a dans ta valise, Bruno? Il y a... quand tu pars, voyage léger, je souhaite toujours partir avec moins de 10 kilos. Idéalement 7, parce que c'est le bagage pour la soute idéale. Puis parce que j'aime ça, arriver dans un aéroport, puis me dire, OK, il y a 4 kilomètres d'ici à la ville, je vais marcher. Arriver à l'arrêt d'autobus, au lieu de prendre un taxi, un tuk-tuk, un pout-pout, machin, la première journée, là, j'aime ça marcher puis être comme dans la vibe, dans la mesure du possible. Et aussi, c'est surtout que j'aime voyager en pays chaud. Fait que ça aide. Ouais, mais des fois... Parce que voyager, tu sais, dans le nord de l'Europe, puis aller en Islande, puis aller en Norvège, puis aller... Je sais que je pourrais pas voyager aussi léger. Et ça, je me garde ça pour plus tard dans ma carrière de voyageur. Mais pour le moment, j'aime encore partir avec un sac qui donne l'impression que tu viens de quitter l'hôtel, ça fait longtemps que tu es arrivé, t'as pas l'air de quelqu'un qui est chargé comme un mulet, puis qui avec ses drapeaux du Canada sur le truc, puis tu fais « Ah, la cible! » Tu sais, je veux pas être une cible. Malgré que je crois en la bonté des gens,
Tu veux être caméléon, tu veux te... Je sais très bien qu'il y en a qui cherchent juste à mettre la main dans ta poche puis à te faire un transport qui va te coûter 100$ au lieu de 8$. Ouais, c'est ça. Mais des fois, OK, puis ça, je tiens à le dire, des fois, on exagère un petit peu quand on négocie. Moi, j'ai vu du monde négocier là, des 2,5$ pour 1,25$. Là. Tu fais, OK, à un moment donné, tu oublies que hey, ça coûtait 20 000 kips, je l'ai eu pour 10 000 kips. Ouais, mais 20 000 kips, là, c'est pas 20 000 piastres, c'est 2 piastres, peut-être. Tu sais. Ouais. Mais ils Puis là- disent parfois que certains pays, au Maghreb ou enfin dans des souks ou un peu partout, que ça fait partie des mœurs de négocier. Moi, mon plaisir personnel, c'est de réussir à réduire à 33 du prix demandé. OK. Alors, C'est un sport c'est pour rare, toi, c'est là. rare, ouais, mais c'est un plaisir. OK. Et quand je me fais arnaquer, j'ai un grand respect pour l'autre personne, mais au final, une fois que j'ai eu ce que je voulais, souvent, je vais donner comme le double en pourboire. Merci. C'est comme... Alors, parce qu'effectivement, quand tu relativises, où c'est qu'on était, je pense, à Sapa, dans le nord du Vietnam, où le lunch coûte 5 piastres, Ouais. puis la bouteille de vin coûte 12 piastres. Tu sais. J'étais avec mon ami Denis Bouchard, puis Denis dit hey, « ça n'a pas de bon sens, 12 piastres, bien trop cher. » Écoute, tu viendrais à Montréal, tu prendrais un verre de vin, ça te coûterait ça. Tu sais. Là, tu as la bouteille au complet dans un bon restaurant, un vin italien importé. Tu sais, c'est comme... C'est juste 12 piastres. Tu sais, si tu relativises par rapport à ça. C'est ça, on Mais perd la perspective. j'aimerais ça t'amener... je sais que tu aimes moins les pays froids. Moi, je voyage assez léger. Comme en blague, je dis tout le temps, je voyage, je peux partir 1 mois et demi avec un Ziploc format congélateur. Là. J'ai jamais vraiment grand-chose. Un mini tube de pâte à dents que j'achète au fur et à mesure, un T-shirt, 2 T-shirts qu'on met 3 fois, on les lave. Parce qu'on oublie avant de partir que les gens là-bas aussi se brossent les dents, puis ils se lavent, puis ils ont du shampoing, puis il y a du... Oui, c'est ça. Tu sais, hey, je te jure, la première fois que je suis parti, là, après 18 ans au Québec, à élever mon garçon, à 40 ans quand je suis parti, j'avais des doubles de tout. Des doubles. Des doubles de tout. Des doubles de spray à moustique, des doubles de shampoing avec de la citronnelle, des doubles de... Tu sais, là, je m'étais équipé comme si je m'en allais faire de la survie là, en Amazon avec... tu sais, en autonomie. Là. Mais quoi, j'ai compris vite, hein? Mon sac, là, il a fait... Quand on voyage léger, évidemment, si on a une destination polaire, ou enfin où il fait plus froid, ça nécessite, ou même en Afrique, tu as fait le Kili, je pense. Moi, j'ai fait le Kili, même si j'ai un petit format Ziploc congélateur, un canuc, ça ne rentre pas là-dedans. L'Éthiopie, c'est un pays qui peut être froid. Oh, ouais, en montagne, C'est ça, mais Addis Abeba, là, ça te tu peux prend, geler le ça soir. te prend des... Là, ça ne rentre pas dans une petite valise parce que tu as besoin d'un foulard, une tuque, des mitaines, des gants. Et tu passes comme, mettons, le Kili, tu fais quoi? 5 écosystèmes, là, de la jungle aux neiges éternelles. Alors, tu achètes sur place ou tu traînes avec toi? Ou... Si c'était pour une expédition comme ça, je préférerais avoir peut-être d'avance mon stock. Mais en termes de... Quand ça se refroidit, j'achète là-bas, puis je le laisse avant de partir. Ah, OK. C'est comme en Éthiopie, parce que je dis ça parce que je suis allé souvent en Éthiopie, un pays que j'adore, man. J'adore la bouffe. J'adore. Addis Abeba? Ouais, mais c'est pas la vraie. Ben non, puis il reste comme 14 bouts ouais. d'os. Là, tu sais, Ouais, puis celle à New York aussi, je pense que c'est pas la vraie. Je sais pas où elle est. Oui, il y a vraie, 6 finalement. vrais. Oui, c'est ça. En fait, c'est ça qu'ils disent. C'est des NFT, c'est des clones. Les hologrammes de Lucie. Mais la Lucie. Je sais, tu aimes bien l'Éthiopie. Ouais, Mais tu achètes quelque chose de local. ouais, la grande couverte blanche là, OK, qui porte. Là. faite sur place. Ben tu n'achètes oui, pas tout un chlorophylle ou une affaire comme ça. Là. Non, t'achètes Tu de le laisses quoi après. sur place, puis tu le laisses là-bas après. Tu sais. Dans ta valise, normalement, outre ces achats ou dispositions de biens-là, tu as quoi? Une coupe de T-shirts et puis... Bien là, je commence à être un peu... ça commence à m'angoisser un peu parce que j'ai des nouvelles passions qui me demandent d'avoir des sacs qui sont pas normaux, là, des bouts, parce que, tu vois, je cours beaucoup. Une palme longue de même, mettons? Et la
freaking de palme. Elle est longue comme ça. Ça prend un grand sac. Elle est en carbone, mais elle est un peu... Ouais, ça prend le sac. OK. Le sac. Parle-nous de ça, ta panne. Oui. Parce que je veux qu'on finisse en parlant un peu de plongée puis tout ça. Je sais que tu es un adepte de plongée. Oui, je suis un adepte de plongée d'abord. Plongée sous-marine normale. Quand je suis parti, ça a été une de ma première destination que je raconte. C'était les îles Fidji. Ah oui, c'est vrai. Je devais y rester un mois. Et puis, moi, je suis quelqu'un qui est assez flexible en termes tu sais, les dates. Puis tu sais, je ne book pas trop d'avance, mais cette année-là était bookée Fidji, Australie, Fidji, Nouvelle-Zélande, Australie, Singapour, et je rentrais au Canada du Japon. Donc, je faisais un croissant comme ça et je rentrais au bout d'une année. Écoute, je me suis rendu jusqu'en Chine. Je ne me suis jamais rendu de l'autre côté. Tout ça pour dire que mes 2 mois supposés au Fidji ou 1 mois sont devenus 6 mois. Parce que j'ai découvert la plongée. Puis là, j'ai fait, ben là, comment je peux faire pour plonger gratis? Parce que ça coûte cher. Fait que je suis devenu Dive Master. Comme ça, je pouvais amener du monde plonger. C'est plus le fun que d'être prof. Je dis ça de même. Parce que tu plonges avec le monde, puis tu as du fun. Puis tu fais juste, tu charries bien de la bouteille. Là, ça devient pesant. Là, puis tu cotes, puis tu as froid. C'est un métier qui est super tough. Et là, j'ai découvert récemment la plongée en apnée sans bouteille, qui ne requiert aucun BCD, aucun régulateur, juste le masque et les palmes, that's it. Mais c'est d'apprendre à descendre qui est super intéressant parce que ça implique... Il y a quelque chose de sportif là-dedans, mais en même temps... Quelque chose de méditation et zen. Voilà, c'est ça. Parce qu'il faut que tu apprennes à... Tu sais, tout le monde peut faire 30 secondes dans la piscine ou 1 minute ou des bons 2 minutes. Mais, je sais pas, la fille qui est morte, je pense, c'est une Russe là, qui avait fait 9 minutes, 2 secondes, qui est morte l'année passée, je pense, ou qui avait un record était descendu comme à 700 pieds. Il faut que tu sois complètement dans un autre état mental pour être capable de, au lieu de paniquer quand tu penses que tu es à court de souffle, d'être capable de te mettre dans un mindset où tu vas te contrôler, ralentir ton rythme cardiaque, essayer de baisser ta température. C'est ça que tu travailles. C'est un peu comme de la méditation, ça, non? C'est exactement ça. Et je fais pas ça, là, mais je veux t'entendre là-dessus. C'est exactement ça. Puis moi, c'est quelque chose que j'ai toujours... Tu sais, moi, ça me prend toujours une excuse pour évoluer, là, tu sais. Puis je me mets toujours un objectif que je pense un peu inatteignable ou très difficile à atteindre. Puis je fais, OK, comment je vais faire pour y arriver, là, à cet objectif-là? Et la plongée en apnée me permettait justement de me calmer les nerfs, de relaxer, de méditer, d'être en surface de l'eau, puis de libérer ton esprit parce que c'est ici que ça se déclenche, j'ai besoin d'air. Là, tu peux t'offrir 4-5 minutes facile. Là. Mais ici, là, au bout d'1 minute, là, ça commence à faire « Hey, wow! » Houston, we got a problem. Je suis à 10 mètres, là, je suis à 15 mètres. Non, il faudrait peut-être que je vais mourir! Puis là, c'est une corde. OK, fait qu'il y a quand même une intention d'aller profond avec ça. Oui, puis d'y rester. Parce que, en termes physiologiques, là, quand tu arrives à 10 mètres, la pression est double de celle de la surface. Donc, tes poumons sont comprimés. Ton air est comme ça, serré en dedans. Puis tu sens la pression physiquement. Et il est là le beau moment où tu as un peu l'impression de voler. Parce que quand tu remontes à la surface, bien doucement, l'expansion se prend. De l'expansion. L'air revient dans ta bouche comme ça. Et tu montes en surface. Et alors que tu devrais être en principe comme je viens de retenir mon souffle. Non, je viens de retenir mon souffle. Non, tu arrives et tu es tellement bien. Tu as eu l'impression de respirer sous l'eau. Et ça, j'avais jamais vécu ça. On a commencé avec ma copine cette année. Puis là, je mindais. Là, tu fais ça en Thaïlande? Oui. Alors, c'est une belle découverte. C'est la preuve qu'on n'arrête jamais de... découvrir, on n'arrête jamais la curiosité. Moi, puis tu vois, là,
je fais du triathlon. J'ai découvert à travers le triathlon la course, l'ultramarathon. Et là, de l'ultramarathon, là, je suis en train de revenir à l'eau. Là, il y a des compétitions qui sont des compétitions de sentier, de course en sentier et de nage. Fait que tu cours, tu sautes à l'eau. Tu sais, les combinaisons là, sont fabuleuses. Et cette idée-là de plonger en apnée, là, juste de savoir que je suis capable de le faire, ça me calme. C'est cool, ça. Est-ce que cette découverte-là te fait mettre de côté la plongée bouteille ou si c'est complémentaire? C'est moins intéressant maintenant, c'est ça? Ça devient autre chose. C'est comme si la mer avait ouvert une autre porte. OK. Puis je me dis, quand je la regarde, là, je la regarde plus de la même manière. Quand je regarde un point d'eau, là, je me dis, ah, il y a combien de creux ici? Tu sais, je pourrais-tu aller voir au fond ce qu'il y a sans bouteille, sans rien? Tu sais, je pourrais juste partir avec mes palmes, arriver en surface, puis faire... Comme les gens qui... Bon, on va attendre voir comment il va toffer. 9 minutes, c'est ça? 8 minutes? On pourrait le couper 5-6 minutes au montage. Les plongées bouteilles, parce que moi, je fais de la plongée bouteille ici, Advanced Nitrox, puis tout ça. Les plongées Tu bouteilles... fais du nitrox? Ouais. Ah, j'en ai pas fait encore. Ouais, c'est pareil. Là. C'est pas... Non, mais c'est tu juste peux, que tu peux... Tu peux, ouais, dire, c'est tu ça. peux rester longtemps, tu peux descendre creux, puis tu peux faire des plateaux. As-tu déjà eu peur de mourir en plongée? Une fois, je suis arrivé au bout de ma bouteille parce qu'un de mes élèves s'était perdu. Mais j'avais un bon élève que je savais que lui, sa bouteille n'était pas vide. Fait que j'y ai fait signe. Tu sais. T'as pris son... S'il te plaît, peux-tu partager ton air? Parce que là, ça goûte le métal quand tu arrives vers le fond de ta bouteille. Ouais, c'est ça. Et psychologiquement, c'est weird. C'est weird. Puis moi, j'avais été averti. Si jamais tu arrives au bout de tu vois, ça commence à goûter le métal. Puis là dans, Ben ta oui, tête, après. dans ta tête, ça spinne. Là. Puis il en reste quasiment plus. Puis t'es comme ça. Sous l'eau, c'est jamais T'as rassurant. le bruit du régulateur. T'es un Oui. bon bruiteur. Dis-moi, la plus belle plongée que tu as faite dans ta vie, c'est... Toi, c'est quoi? Moi, c'est à Rangiroa, OK. en Polynésie française. Il y a une passe. C'est un atoll, Rangi, qui est le deuxième ou troisième plus grand atoll au monde. Et il y a 2 passes, puis c'est comme 20 km de diamètre. Fait que tu as la bande de terrain, puis il y a 2 endroits, ou un endroit particulier qui s'appelle la Tiputa Pass, où l'eau de la mer rentre avec les marées, puis ressort. Alors, dans cette passe-là, qui a peut-être 800 mètres de long, le courant le matin et le soir, c'est hallucinant. Puis il y a des requins, des tortues, il y a des dauphins, il y a absolument tout ce que tu peux imaginer. Tu descends, il t'amène en Zodiac à l'extérieur de l'atoll et à l'extérieur de la passe. Et tu descends 30, 40, 50 pieds et tu rentres dans l'atoll, dans la passe. Et là, tu rentres debout. Puis quand tu rentres dans le courant, c'est comme si tu étais dans une hausse de pompier. Tu es projeté jusqu'à temps que l'eau arrive dans l'atoll. Et là, quand ça arrive dans l'atoll, évidemment, ça se diffuse sur la grandeur du lagon. Et là, ça ralentit, puis tu ressors de l'autre côté. Mais la passe que tu fais avec tous ces animaux-là, c'est hallucinant. C'est vraiment une des... Mais eux, j'imagine qu'ils sont là à attendre. Mais les justement, dauphins, les... non, mais les autres, ils rentrent, ils sortent. Fait qu'il y a des OK. tortues, il y a des requins, il y a des dauphins, des tonnes, il y a des poissons, des barracudas. Écoute, c'est hallucinant. C'est vraiment une des plus belles places. Faut-tu Pour ça, Sharm el-Sheikh, qu'est-ce qu'il y a? Il y en a, bien évidemment, j'ai fait des épaves, c'est pas pareil, mais les cénotes au Mexique, où là, tu t'en vas, puis c'est pas la thermocline, c'est l'eau salée puis l'eau douce. Que ça, quand tu pannes, ça fait comme un petit wave, comme s'il y avait un mirage. Là, tu sais, fait que mes fils étaient en avant de moi, puis à un moment donné, c'était comme, coudonc, tu mirage de contact. Je voyais plus comme tout flou, tu sais. Puis là, je suis juste monté comme un pied ou deux, puis là, je voyais très, très clair, puis je voyais en bas, tu sais. Fait que aller dans les tunnels ou les grottes des cénotes au Mexique, c'est particulier. Quelques épaves, il y a le Sea Grove, ou je ne sais pas comment, à Key Largo. C'est une épave assez profonde, mais qui est un immense bateau.
Aux Philippines, il y a des bateaux qui Des belles épaves. les épaves aux Philippines, Philippines, là, ouais, près de ouais. Coron, je pense, ou quelque chose comme ça. Gili, ou à Bali. Mon Là, tu sais, fils travaillait à Gili Ah ouais, Gili. ouais. Ouais, ouais. Fait que il y a beaucoup de beaux souvenirs, mais je te dirais, si tu as une chance d'aller au nord de Bora Bora, là, à Rangiroa, là, OK. c'est une notre- plongée extraordinaire. c'est- Excellent. Toi? Moi, c'était au Fidji. Fidji. C'était le Great White Wall. Il est dans le détroit de Somo, dans le Rainbow Reef. En français, j'imagine le corail d'arc-en-ciel. et puis, et puis, ce fameux Rainbow Reef-là, c'est du soft coral. Yeah. C'est pas menacé comme le Great Barrier Reef, non? Je le sais pas dans quel état il est présentement. Je souhaite qu'il est encore en vie autant qu'il l'était il y a 15 ans. C'est fabuleux. C'est assez fabuleux. Puis le fameux mur blanc, c'est que tu pars à 7 mètres, tu descends dans un tunnel jusqu'à 27 mètres. Là, tu continues jusqu'à 30. Et là, tu as un 5-7 minutes formidable avec un mur comme une falaise, comme ça, qui est droite, et qui avec des coraux blancs, comme ça, mous, qui bougent de cette manière-là. Et le mur, il est recouvert au complet, puis il descend jusqu'à presque 100 mètres, si je me souviens bien. Et dans ce mur-là montent des requins, des poissons de toutes sortes de couleurs. Écoute, tu as une impression de voler. Quand tu sors du tunnel, là, Ouais. c'est comme si... Là, il n'y a pas de fond. Puis il y a une falaise. Puis là, c'est comme si tu t'envolais. Puis moi, j'aimais ça faire du head-down. Mon prof, il haïssait ça. Mets-toi debout. Tu te mets la tête en bas comme ça. Et ça, c'était dans mes plus belles. Ouais, c'était le plus bel endroit. Tu vois, tu as une falaise de Rengui parce que l'atoll, c'est comme la caldeira d'un cratère jadis, d'un volcan. Alors, c'est effectivement, ça descend dans les fonds abyssaux, là, tu vois rien, là, ça finit, c'est bien creux. Mais ce mur-là, il est plein d'affaires comme ça, puis de poissons, puis de tortues, puis de requins, puis de dauphins, puis de patentes. Pas de dauphins, mais de requins, puis de battes. Tu as fait le Blue Hole au Belize? Non. Le Blue Hole, ben, c'est comme un cylindre. Là, c'est assez particulier aussi. Oui. C'est plus photogénique et plus beau des airs, je te dirais, que dedans. C'est souvent le cas on se fait tromper un peu là, à cause des drones. Désolé pour le Belize. Ouais. non, mais on se fait tromper un peu à cause des drones parce qu'il y a souvent des destinations qui nous montrent. Puis là, on fait « Wow, c'est fabuleux! » Mais là, tu réfléchis et tu fais « OK, mais si j'étais là, je ne verrais pas tout ça. » là, tu sais. Puis j'ai une vue qui est obstruée par des arbres ou par des... Fait que, tu sais, le sentiment d'être là, c'est pas le sentiment d'être ici. Fait que, moi, j'en prends puis j'en laisse. Et il y a souvent des moments où je dois aller dans une place et je vais même pas voir les photos. J'essaie de me garder ça là, le plus inconnu possible. Une fois sur place, une fois que je l'aurai vécu, j'irai voir ce que les autres en ont fait, à moins que ça soit pour un tournage. Là, on s'entend que là, tu prends des idées à gauche et à droite. Là. Mais moi, en tout cas, je dis arrêtez d'essayer de tout savoir sur la place où vous allez. Le plus important, comment je vais me diriger de l'aéroport jusqu'à mon premier hôtel, auberge, R&B, whatever. Et après ça, go. Go with the flow. Ouais. Une fois que tu as posé ton sac une première fois, OK, on va marcher, on va apprendre la ville, on va apprendre... La découverte, la partie découverte. Le fun commence. Mais ça prend du temps. Puis c'est là que je conseille au monde de se regrouper des vacances puis de faire en sorte que ça dure plus que 2 semaines. Oui, c'est ça. Décrocher parce que on a des statistiques, semble-t-il, que si on ne quitte pas 21 jours francs, c'est pas vraiment des vacances. En fait, c'est des vacances, mais ça ne nous permet pas parce que la première semaine, on a-tu fermé le courant, fermé les entrées d'eau. Puis quand tu reviens, OK, il faut que je paye le loyer, l'hypothèque, etc. Donc, pour avoir un affranchissement du rat race ou de ce qu'on vit dans
la vie d'aujourd'hui, ça prend 21 jours francs. Puis les gens qui disent qu'ils ne peuvent pas se le permettre, permettez-vous-le, la Terre continue de tourner, puis quand vous allez revenir, vous pensiez que vous étiez irremplaçable, tout va bien aller, ne vous inquiétez pas. Et c'est pour ça que j'ai créé, moi, ce que j'appelle des Gimme a Break World Tours, c'est que ça prend au moins 21 jours francs d'extérieur, 3, 4, 5, 6, 7 semaines généralement. J'ai fait l'Arctique en avion avec un petit bimoteur. Pendant 42 jours, j'ai volé à peu près 94 heures des États-Unis jusqu'à Londres, en passant par le Groenland, l'Islande, les îles Faroé, etc., les Orkney, Scotland. Ça n'a pas de sens, ce voyage-là. C'est vraiment... Quand est-ce que ça fait ça? Ça fait 6 ans à peu près, 5-6 ans. Voyons donc. Alors ça, c'est des bouts, affaires extrêmement intéressantes. Il faut provoquer, il faut pousser, puis déstabilisez-vous, sortez de vos habitudes, de vos tout inclus. Il n'y a pas juste les tout inclus. Je n'ai rien contre les tout inclus quand vous voulez faire une pause une semaine, mais c'est pas la façon qu'on voyage. Ah, j'ai eu du fun dans des tout inclus. Hein. Oui, mais... j'ai pris des breaks dans des tout inclus. Ben, exact. Fait que si tu regardes, par exemple, des photos de drone, on parlait de plongée, les Maldives, j'arrive des Maldives. Il y a 2 façons de voir les Maldives. Il y a la façon touristique dans des tout inclus, all-inclusive, qui coûtent la peau des fesses, ou chez l'habitant, dans certaines îles que maintenant le gouvernement permet de faire. Et moi, je préfère ça. Depuis 2015, je pense. Tu peux aller chez l'habitant. C'est chez l'habitant. Il faut dire vite, mais là, tu peux avoir un rythme où tu arrives, puis là, sur la plage, c'est pas des touristes qui sont là en mode, tu sais, qui ont 10 jours, puis ils reviennent, là, parce que ça coûte cher, puis ils n'ont pas de temps. C'est des gens qui vont faire de la méditation, tu vas avoir des gens qui vont faire des grandes marches, tout est slow pace, là, tout est ralenti, et ça te permet de, je pense, en tout cas, ça te permet de faire une introspection, puis là, tu réfléchis plus. C'est comme quand tu dis que tu es en Inde, puis tu peux penser à toutes sortes d'affaires en étant tout seul, même dans une foule. Tout seul, sans foule, c'est encore plus facile, je pense, pour moi, en tout cas. Mais quand tu dis slow pace, là, est-ce que... C'est parce que là, les gens essaient souvent de mettre une étiquette là, sur ce qu'on fait. Là. Est-ce que tu considérais que le type de voyage qu'on fait, c'est du slow travel? C'est ça qu'on appelle le C'est la grosse mode, là. C'est la tendance. Là, j'arrive du Sri Lanka. Bien, le Sri Lanka, c'est pas un grand pays. Puis, je m'étais trouvé un chauffeur privé pour pouvoir faire le tour. Puis, j'étais là 12-15 jours pour voir ce que j'avais à voir d'essentiel. Parce que, mettons, je veux retourner. C'était comme pour comprendre le pays, comprendre l'écosystème, etc. Ça faisait plus style... j'ai juste 2 semaines de vacances, il faut que je parte, alors que j'ai été parti des semaines et des semaines. Là. C'était juste comme ça que j'avais planifié mon voyage. Mais la tendance lourde est d'arriver dans un endroit de la destination et d'y aller, tu sais, comme ceux qui louent des maisons en Toscane, puis ils font juste des petites boucles, puis ils font du vélo, puis ils vont voir un vignoble, puis un soir, ils font rien, puis ils vont dans le petit village, puis ils s'imbibent du lieu, sans pression, sans délai, sans agenda, sans horaire. Et ça te permet, je pense, de voir ou de comprendre un petit écosystème dans cet endroit-là. Mais si tu fais ça dans le nord de l'Italie, bien, tu vas avoir des escalopes de veau, tu vas avoir des pâtes. Tu vas en avoir dans le sud de l'Italie, bien, c'est complètement autre chose. Là. Tu vas avoir méditerranéen, de l'huile d'olive, des poissons, des grillades. C'est comme le nord de l'Inde. Le nord de l'Inde, les femmes sont absolument réduites dans leurs droits. Ils ne vont pas à l'université, ils vont pas... Le taux d'érudition dans le nord de l'Inde est 30 % de ce qui est dans le sud. Tu arrives à Bangalore, les femmes, société matriarcale où la femme est respectée, ils sont toutes à l'université. C'est complètement différent. C'est quand tu disais que tu avais fait ton crochet, je pense qu'on était hors d'onde, là, mais de Madras, je pense, jusqu'au Backwaters, de Cochin ou dans le Kerala. C'est un endroit, moi, que j'ai adoré. Est-ce que tu as préféré le Calcutta puis côté en haut? Moi, je suis Calcutta. Plus Calcutta. J'adore ce ville-là, puis cette région-là. Là, je ne sais pas pourquoi. Il y a des régions, il y a des endroits qui te parlent un peu plus. Là. Mais la façon de voyager, justement, qu'on se disait, c'est pas comme la dame qui atterrit à Gander puis qui dit qu'elle est allée au Canada. Non, mais elle a fait un crochet. Écoute, j'ai suivi son circuit, là. Puis elle, c'était comme une course folle. C'était comme pouvoir dire que j'ai un record ou je suis dans un checklist d'avoir vu un paquet d'affaires. C'est pas ça que... C'est le Danemark continental, puis les îles Faroé qui sont
extraordinaires, mais qui sont remote un peu, puis le Groenland. Des fois, tu arrives, c'est tout au Danemark, mais le Groenland a son drapeau, mais ils ont la couronne danoise. C'est comme la Polynésie française, ils ont leur monnaie, mais ils votent aux élections présidentielles en France. Fait que, faire des États dans les États, des territoires outre-mer, là, les Tom et les anciens Dom, là, je trouve ça assez fascinant parce que tu arrives. Et puis c'est là, des fois, que tu fais. Je t'ai entendu dans un podcast, des hasards les plus incongrus ou improbables que tu avais raconté. Maintenant, tu étais au Kenya, tu as rencontré Pierre ou je ne sais pas qui du plateau. Moi, j'étais à Kulusuk, sur la côte est, avec mon petit avion. On a atterri à Kulusuk. Et il y a 200 personnes. C'est tous des locaux inuits ou enfin des gens qui sont plus ou moins blancs comme nous autres. Puis j'ai une fille qui passe avec 2 sacs. Puis je m'en allais dans le village avec mon drone prendre quelques shots aériennes. Puis elle me dit, fait qu'on on se salue tout le temps. Moi, je suis toujours poli. Fait que je dis hi, tu sais, fais un sourire, puis hi, tu te croises. Elle me dit hi. Fait que comme elle est blanche, puis je suis blanc, on se regarde un peu en marchant. Ben, je dis, where are you from? Elle me dit Canada. Je dis, oh, yeah, Canada, me too, tu sais. Fait que, where in Canada? Elle dit Québec. Là, je dis, where in Québec? Elle dit Montréal. Where in Montréal? Plateau Mont-Royal. C'est ma voisine. C'est comme. Écoute, c'est comme sur la même rue, là. Non. Et elle dit, moi, ça fait 6 mois que je fais du kayak dans les icebergs. Puis je prends des groupes d'aventures français ou européens qui s'en viennent, puis je les pilote en camping, puis on fait du kayak entre les icebergs. Fait que, tu sais, tu te dis, t'as beau aller à l'autre bout du monde, le hasard, des fois, dans des places extrêmement reculées, font en sorte que tu fais des bon, c'est pas mon ami, tout ça, mais tu as le goût que ce soit ton ami, puis des fois, ça le devient. Comme dans la frousse autour du monde, il y avait comme Peter, je pense que tu as vu plusieurs fois, Doug ou je sais pas quoi. En tout cas, il y a des gens, des fois, que tu reconnectes parce que c'est des grands voyageurs ou c'est des gens que tu dis, on garde un peu contact. Puis c'est toujours tes amis, même si ça fait 3, 4, 5 ans que tu n'as pas envoyé un coucou par courriel ou autrement. Comment ça va, tu sais? Puis bon, je suis rendu à telle place. Je connais pas ça. Puis ça te fait... C'est comme un moulin qui t'amène à trouver des suggestions de d'autres destinations ou de d'autres places ou de dire, tu sais... Des raisons d'aller ailleurs aussi. Quand le Pete, justement, j'ai un chandail de T-shirt de Davao. Puis si tu me rappelles, il faut que j'y parle. C'est la dernière fois qu'on s'est vu, c'est il y a en 2018 quand je suis allé courir à Davao. Lui, il habite sur l'île de Davao. Okay. Il est le guide de l'ornithologue amateur c'est un gars que tu avais rencontré sur le Kalachnikov, là, je sais pas quoi, le bateau? Non, Pete, je l'ai rencontré à Madagascar. Et puis il est devenu le guide numéro 1 du sud des Philippines. Ah oui, OK. Si vous cherchez un guide, là, Peter Simpson, il est fabuleux. Est-ce que tu fais appel des fois à des gens d'avance pour organiser ou planifier tes voyages? Je voyage souvent par, justement, comme tu disais, par suggestion. Parce que quelqu'un est allé là auparavant et m'a dit « Hey, j'arrive de là, tu devrais aller là, tu devrais aller à cette place-là. » Tu sais, je vais recueillir des informations. Dans mesure où, puis c'est là que les livres, des fois, ils nous guident dans des places qui ne nous collent pas à la peau. C'est que quand tu rencontres un voyageur avec lequel tu t'entends bien, avec lequel tu as des affinités, un voyageur ou une voyageuse, et là, cette personne-là te dit « Moi, je suis allé là, puis j'ai aimé ça. » Là, OK, moi, de ce que je connais de toi, je pense que ce que tu dis, ça me rejoint, puis je pense que ta suggestion, elle est parfaite. Quand j'étais au Fidji, j'allais passer ma vie là-bas, sauf que tous les voyageurs qui venaient pour plonger arrivaient pour la plupart d'Asie. Puis là, ils me montraient leurs affaires de photos de Thaïlande, ils me parlaient de leurs expériences au Laos, au Cambodge, au Myanmar, en Chine. Puis là, j'ai fait moi, ça me prend l'Asie. Là. Ça me prend l'Asie, je suis désolé. Et mon voyage en Nouvelle-Zélande et en Australie, j'étais supposé faire ça, j'ai rebondi. J'ai fait comme 4 jours, 3 jours. J'ai tracé sur l'Asie. Et ces gens-là qui m'avaient parlé de ces destinations-là, qui semblaient me rejoindre, il n'y avait pas tort, j'avais pas tort, parce que désormais, si on me disait, il faut que tu choisisses une place où vivre dans la vie, j'aime bien autre que la maison, là, c'est clair que c'est l'Asie. Moi, j'aimerais ça te proposer quelque chose, Sarto, parce que
Écoute, j'aimerais tellement entendre parler de tes voyages. Et je suis sûr que je ne suis pas le seul. Moi, tu me le dis si tu es à l'aise avec ça. Moi, j'aimerais ça revenir un peu plus tard pour ton podcast, mais c'est moi qui poserai les questions. Ça te tente-tu? Ben oui, ça me tente. Hein? Ça me tente, mais l'idée, c'est de donner le goût aux gens de voyager. Bon, Fait ben, que ce soit garde. d'un bord ou de l'autre, Bon, ben, parfait. ça pourrait être, ça OK. pourrait être une alternative, effectivement. Là, tu vas serrer la main devant témoin. Un deal, un deal. Merci.